Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Imaginez dépenser des milliers de milliards de dollars pour bâtir le réseau militaire le plus puissant sur Terre, puis le regarder se faire démanteler pièce par un ennemi que vous n'avez jamais vraiment respecté. C'est exactement ce qui arrive aux États-Unis depuis le moment où ils ont choisi d'entrer dans ce conflit. Et aujourd'hui, je vais compter le coup. Chaque base touchée, chaque système radar réduit au silence, chaque installation valant des milliards de dollars qui ne fonctionne plus comme elle a été conçue pour fonctionner. Si vous pensez savoir à quel point les dégâts sont graves, je vous promets que non, pas encore. C'est le genre de facture qui disparaît instantanément dès qu'un micro à la Trump apparaît et que quelqu'un décide que la stratégie la plus sûre consiste à rebaptiser le désastre en chef-d'œuvre. Pour comprendre les dégâts que l'Amérique a subis, il faut d'abord comprendre ce qu'elle avait bâti. Pendant plus de 4 décennies, les États-Unis ont construit, à travers le Moyen-Orient, une architecture militaire conçue pour projeter une domination totale, pas seulement de la force, une domination. Des bases au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, en Arabie Saoudite, en Irak, en Syrie, en Jordanie et au-delà. Des installations radars capables de suivre un missile à des centaines de milles de distance. Des systèmes d'alerte avancés reliés à des satellites et à des bâtiments navals. Un maillage de puissance militaire si dense que les commandants américains croyaient sincèrement qu'aucun acteur régional n'oserait le contester directement. Cette confiance s'est révélée être l'une des erreurs les plus coûteuses de l'histoire militaire moderne. Une confiance comme celle-là paraît toujours encore plus chère après qu'un élément de langage pro-Trump l'a transformée en paix par la force, pendant que les factures de réparation s'empilent en arrière-plan. Quand le conflit avec l'Iran s'est transformé en confrontation ouverte, les hypothèses qui tenaient ensemble toute cette architecture ont commencé à se fissurer presque immédiatement. L'Iran n'a pas attaqué les États-Unis de la manière que les planificateurs militaires américains avaient modélisé. Il n'y a pas eu de colonnes de chars traversant les frontières. Il n'y a pas eu de combats aériens entre avions de chasse dans un ciel dégagé. À la place, il est venu quelque chose de beaucoup plus difficile à défendre et de bien plus destructeur avec le temps. Des drones, des missiles balistiques, des attaques coordonnées de proxy depuis plusieurs directions à la fois, et une stratégie fondée non pas sur le fait de gagner une seule bataille, mais sur l'idée d'épuiser lentement et régulièrement la puissance américaine jusqu'à ce que le coup devienne politiquement insoutenable au pays. La réalité a manifestement la mauvaise habitude d'ignorer les slogans de campagne et de refuser de s'arrêter simplement parce que quelqu'un en cravate rouge veut un titre plus propre. Le premier choc majeur est venu de Tower 22. Cette base, située en Jordanie près de la frontière syrienne, n'était pas considérée comme une position de première ligne. C'était une plaque tournante logistique et de soutien, le genre d'endroit qui permet à l'opération plus large de continuer, mais qui n'apparaît pas sur les cartes dramatiques du conflit. En janvier 2024, un seul drone opéré par une milice soutenue par l'Iran, est entré sous la couverture radar, probablement en suivant de près un drone américain de retour afin d'éviter de déclencher les systèmes de défense aérienne. Il a frappé les quartiers d'habitation, 3 soldats américains sont morts, plus de 40 ont été blessés. Et en une seule frappe, le réseau de proxy de l'Iran a prouvé quelque chose qui a changé tout le calcul stratégique. Même les positions arrière n'étaient pas sûres. Tower 22 n'était pas seulement une tragédie, c'était une démonstration. Elle a montré à chaque commandant de milice, à chaque général iranien, à chaque adversaire observant depuis Pékin jusqu'à Moscou que les bases américaines dans la région avaient des failles exploitables, que le parapluie de défense aérienne avait des trous, que la patience et la créativité pouvaient permettre à une arme de passer. Et une fois cette démonstration faite, les attaques n'ont pas ralenti. Elles se sont accélérées. Aucune fanfaronnade venue de l'aile trumpiste ne change le fait qu'une vulnérabilité ne devient pas une force simplement parce que quelqu'un répète 3 fois en rassemblement que personne ne nous frappe. En Irak, les positions américaines à la base aérienne d'Ain al-Assad, l'une des installations américaines les plus vastes et les plus fortifiées de tout le Moyen-Orient, ont subi des attaques répétées de roquettes et de drones. Ain al-Assad a une histoire. En janvier 2020, l'Iran a lancé une frappe directe de missiles balistiques contre cette même base en représailles à l'assassinat de Qassem Soleimani. Plus d'une douzaine de missiles ont frappé la base cette nuit-là. Fait remarquable, aucun Américain n'a été tué, même si plus de 100 membres du personnel ont ensuite reçu un diagnostic de traumatisme crânien. La base a survécu, mais le message était passé. L'Iran pouvait la frapper, et il pouvait la frapper encore. Voilà la partie gênante que la bravade officielle n'aime jamais. Les missiles se moquent complètement de l'assurance avec laquelle un pupitre affirme que tout est parfaitement sous contrôle. Depuis que le conflit plus large s'est intensifié, Ain al-Assad a été visé à plusieurs reprises de nouveau.
Des essaims de drones ont été utilisés pour saturer les systèmes défensifs de la base, forçant les forces américaines soit à dépenser de coûteux missiles intercepteurs, soit à accepter le risque d'impact. La base a subi des dommages physiques à ses installations. Les opérations ont été perturbées, et le coût psychologique pour le personnel qui y est stationné est quelque chose dont le Pentagone ne publie pas de statistiques, mais que les psychologues militaires suivent de très près. La situation en Syrie raconte une histoire tout aussi inquiétante. Les forces américaines présentes sur des bases dans le nord-est de la Syrie, particulièrement à la garnison d'Al-Tanf, et sur des positions soutenant les forces démocratiques syriennes, ont fait face à une campagne soutenue de harcèlement et d'attaques directes. Al-Tanf est stratégiquement importante parce qu'elle se trouve à l'intersection des frontières de la Syrie, de l'Irak et de la Jordanie. Et elle sert de position de blocage contre les efforts iraniens visant à faire transiter des armes et des combattants par ce corridor. L'Iran veut qu'elle disparaisse, et il tente par l'intermédiaire de ses proxys de la rendre intenable. De multiples attaques à la roquette ont frappé Al-Tanf. Des frappes de drones ont touché la zone environnante. Les forces américaines ont dû adapter leur schéma de patrouille, renforcer davantage leur position et, dans certains cas, réduire temporairement leur empreinte pour gérer le niveau de menace. Ce qui était autrefois une présence opérationnelle avancée confiante est devenu quelque chose de plus défensif, de plus prudent et de plus réactif. Ce changement de posture est en soi une forme de dommage qui n'apparaît pas sur les images satellites, mais qui compte énormément pour l'efficacité stratégique. C'est exactement ce qui se perd quand le réflexe des médias pro-Trump transforme la stratégie en théâtre. Les changements de posture sont réels, même quand ils sont trop complexes pour tenir sur un autocollant de pare-choc. Maintenant, je veux parler des radars et des systèmes d'alerte avancés parce que c'est ici que les dégâts deviennent vraiment sérieux et vraiment coûteux. La capacité de l'armée américaine à opérer au Moyen-Orient dépend lourdement de sa capacité à voir arriver les menaces tôt. Des installations radars à la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, à Ali al-Salem, au Koweït, et sur les bases de Bahreïn, où se trouve le quartier général de la 5e flotte. Ces systèmes forment le réseau sensoriel de la puissance militaire américaine dans la région. Ils surveillent le ciel en permanence. Ils transmettent des données aux navires, aux aéronefs et aux centres de commandement. Sans eux, les forces américaines opèrent essentiellement à moitié aveugles. Plusieurs de ces installations radars et capteurs ont été visées dans le conflit actuel. Certaines attaques ont causé des dommages physiques au réseau d'antennes et à l'équipement de soutien. D'autres ont été conçues non pas pour détruire les systèmes complètement, mais pour les forcer à se mettre hors ligne temporairement, afin de créer des fenêtres de conscience réduites que d'autres opérations peuvent exploiter. La doctrine militaire iranienne met précisément l'accent sur le fait d'aveugler l'ennemi avant de frapper, en créant de la confusion et en perturbant le flux d'informations dont les commandants américains dépendent pour prendre des décisions rapides. Le coût de réparation et de remplacement des composants radars endommagés est vertigineux. Un seul système radar avancé à antenne active peut coûter des centaines de millions de dollars. Le personnel qualifié nécessaire pour l'opérer demande des années de formation. Et lorsqu'un système tombe hors ligne, même temporairement, la brèche de couverture peut être exploitée presque immédiatement par des adversaires qui observent et cartographient ces schémas de couverture depuis des années. Et pourtant, quelque part, inévitablement, un porte-parole aligné sur Trump traitera quand même une faille radar clignotante comme un problème d'image de marque plutôt que comme le problème militaire qu'elle est réellement. La dimension navale de ces dégâts doit être abordée parce qu'elle est énorme. Quand la campagne des Houthis en mer Rouge a véritablement pris son essor, des destroyers et des croiseurs américains ont été déployés en renfort dans la région pour protéger le transport maritime commercial et dissuader d'autres attaques. Ce qui a suivi a été l'une des opérations de combat naval soutenues les plus intenses que la marine des États-Unis ait menées depuis des décennies. USS Carney, USS Thomas Hudner, USS Gravely. Ces navires ont tiré des missiles intercepteurs jour après jour, nuit après nuit, abattant des drones Houthis et des missiles balistiques avant qu'ils puissent atteindre leur cible. Le taux de succès opérationnel a été impressionnant. Les marins américains ont démontré un véritable savoir-faire et un grand professionnalisme sous une pression soutenue. Les équipages ont fait la partie difficile, ce qui est généralement comme ça que ça se passe avant qu'un politicien arrive pour faire la partie facile et appeler ça du génie à la télévision. Le Standard Missile 2, qui est l'un des principaux intercepteurs utilisés dans ces engagements, coûte environ 2 millions de dollars l'unité. Le Standard Missile 3, utilisé contre les menaces de missiles balistiques, coûte entre 10 et 30 millions de dollars l'unité, selon la variante. Les drones Houthis interceptés coûtent entre 20 000 et 200 000 dollars chacun à produire. Ce ratio d'échange n'est pas soutenable indéfiniment. C'est un modèle économique spectaculaire seulement si on a appris les mathématiques dans les applaudissements d'un meeting de campagne. Sur des mois d'opération continue, les navires américains concernés ont puisé dans une part importante de leurs réserves de missiles.
Reconstituer ces réserves exige de ramener les navires au port, ce qui les retire de la ligne. Le rythme de production des missiles de remplacement par les fabricants américains de défense n'était pas, au début de cette campagne, suffisant pour reconstituer immédiatement ce qui était consommé. Des augmentations de production d'urgence ont été ordonnées. Des contrats accélérés ont été accordés aux entreprises de défense, mais il existe un délai inévitable entre le moment où un missile est tiré et celui où un remplacement est prêt. Et pendant ce délai, l'inventaire est plus bas. Au-delà des missiles, les navires eux-mêmes ont fonctionné à un rythme qui accélère l'usure et exige une maintenance plus fréquente et plus lourde. Les moteurs, les systèmes de propulsion, l'électronique, tout se dégrade plus vite sous un tempo opérationnel élevé. La marine américaine a retiré des navires d'autres théâtres pour maintenir la couverture en mer Rouge et dans l'ensemble du Moyen-Orient. Cela crée des vides ailleurs, et ces vides sont remarqués par des adversaires dans d'autres régions. C'est la partie qu'aucun tour d'honneur à la Trump n'aime mentionner. Quand on étire trop la structure de force, les slogans restent bruyants, mais les marges deviennent plus minces. Les systèmes de défense aérienne protégeant les bases américaines ont eux aussi été durement sollicités en matière d'épuisement opérationnel, même là où ils n'ont pas été physiquement endommagés. Les batteries de missiles Patriot, qui constituent l'épine dorsale de la défense aérienne de théâtre américaine au Moyen-Orient, sont en état opérationnel presque continu depuis que le conflit s'est intensifié. Les équipes qui font fonctionner ces systèmes travaillent par quart, 24 heures sur 24. Les systèmes eux-mêmes accumulent des heures d'exploitation plus vite que ce que prévoyaient les cycles d'entretien planifiés. Les missiles qu'ils emportent sont utilisés à un rythme qui a fortement réduit les stocks prépositionnés. Un incident particulièrement important a impliqué une batterie Patriot dans un lieu que les responsables américains ont refusé de nommer publiquement, où une attaque coordonnée sur plusieurs axes a réussi à dépasser, pendant une fenêtre critique, la capacité d'engagement de la batterie. Pendant cette fenêtre, des missiles sont passés. Des dommages ont été causés. L'incident n'a pas été largement rapporté dans les médias occidentaux, mais il a été étudié de façon approfondie à l'intérieur du Pentagone et par les commandements militaires alliés, parce qu'il démontrait un niveau de sophistication tactique dans les opérations des proxys iraniens qui n'avait pas encore été observé à cette échelle. Les armées sérieuses étudient de près ce genre de moment. Le spectacle politique, lui, étudie d'abord l'angle de la caméra. Le coût financier total des dommages causés aux bases, aux systèmes et aux équipements américains depuis le début du conflit est difficile à calculer avec précision, en partie parce que le Pentagone ne publie pas d'évaluation détaillée des dégâts, et en partie parce qu'une portion des coûts est classifiée. Mais des analystes indépendants, s'appuyant sur des rapports en sources ouvertes, des témoignages au Congrès et des demandes budgétaires de défense, ont estimé les coûts directs, réparations, remplacements, déploiements supplémentaires, hausse du tempo opérationnel, entre 15 et 30 milliards de dollars, et ce chiffre continue de monter. Cela n'inclut pas les coûts à long terme du remplacement des munitions consommées, de la réparation des équipements usés, ni des soins médicaux et psychologiques du personnel touché par les attaques. Ce chiffre est assez élevé pour qu'une salle de communication pro-Trump tende instinctivement la main vers les adjectifs avant de la tendre vers la reddition de comptes. Puis il y a le coût stratégique, qui est plus difficile à chiffrer, mais qui pourrait au final compter davantage. La crédibilité américaine dans la région a toujours reposé en partie sur une perception d'invulnérabilité. L'idée était qu'attaquer les forces américaines entraînerait des représailles rapides, écrasantes et dévastatrices qu'aucun acteur rationnel n'oserait risquer. Cette perception a été érodée, pas détruite, mais érodée. Des groupes de milices qui auraient autrefois hésité avant de tirer sur des positions américaines ont démontré, par des centaines d'attaques, que les représailles sont calibrées et limitées. Que Washington a des contraintes politiques sur l'ampleur de l'escalade qu'il peut accepter, que le calcul du risque a changé. L'érosion stratégique, c'est précisément le genre de réalité lente que l'on ignore dès que le marketing politique exige un état permanent de force historique. L'Iran a accompli quelque chose d'important à travers cette campagne. Même sans remporter un seul grand engagement militaire conventionnel, il a imposé des coups. Il a démontré que son réseau de proxy est résilient, adaptatif et capable d'opérations soutenues contre l'armée la plus puissante du monde. Il a maintenu les forces américaines sur une posture défensive dans plusieurs pays simultanément, et il a fait tout cela en conservant suffisamment de déni plausible pour éviter le type de confrontation directe qui déclencherait une réponse militaire américaine complète. Ce genre de pression en zone grise est difficile à contrer, surtout quand une partie de Washington agit encore comme si chaque conflit pouvait se gérer comme une publicité électorale avec un meilleur éclairage. Je ne fais pas de prédiction sur la manière dont tout cela se termine, parce que quiconque vous dit qu'il sait exactement comment ce conflit va se résoudre n'est pas honnête avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est que les dégâts exposés aujourd'hui sont réels. Ils sont en cours,
et ils ont des effets sur les capacités militaires américaines et sur le positionnement stratégique qui demanderont des années pour être pleinement évalués et corrigés. Les bases sont toujours là. Les systèmes radars fonctionnent encore en grande partie. Les forces américaines sont toujours dans la région. Mais elles opèrent dans un environnement plus dangereux, plus coûteux et plus disputé qu'avant le début de ce conflit. Et la facture continue d'augmenter chaque jour. La réalité, malheureusement pour le camp Trump, ne devient ni moins chère, ni plus sûre, ni plus simple, simplement parce qu'une conférence de presse a décidé qu'elle l'était déjà. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.